Les causeries urbaines dans le poste. Bonjour et bienvenue dans les causeries urbaines. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Canu pour un livre paru le 27 mai 2021 dans la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa. Cécile Canu appartient au laboratoire CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux, et elle est professeure à l'Université de Paris, anciennement Paris Descartes. Cécile Canu, bonjour. Bonjour. D'abord, pour vous poser une question un peu générale sur le contexte de cette publication, comment vous en êtes venu à ce livre ? Est-ce que c'est une commande ou est-ce qu'on est venu vous chercher ou est-ce que c'est une démarche spontanée ? Alors, c'est une démarche plutôt spontanée, on va dire, puisque j'apprécie énormément cette collection dans laquelle avait publié notamment Ludivine Vantini, dont j'apprécie beaucoup les travaux. Et donc, c'est moi qui ai eu envie de proposer un ouvrage. Et j'en ai parlé à Ludivine Vantini. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, je voulais proposer parole comme terme. Parce que c'était justement, dans le cadre de la collection, aussi un terme qui peut-être n'était pas assez travaillé, assez connu. Mais en effet, Chloé Pathé et Christophe Granger m'ont proposé plutôt langue, et parce que c'est un terme qui est beaucoup plus en discussion politique, notamment actuellement, et depuis beaucoup de temps. Donc voilà, on a choisi langue, ce qui évidemment était tout à fait intéressant. Voilà, et donc c'est plutôt un désir personnel de vraiment d'ancrer mon travail aussi dans une démarche politique. Ça, c'est très clair, je le fais depuis longtemps. Et ce format aussi de cette petite collection, enfin, qui va devenir une grande collection, puisque quand on voit tous les termes qui arrivent, ça va former un ensemble, je pense, très intéressant qui marquera cette période, en tout cas grâce aux éditions Anamosa. Voilà un petit peu le projet. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire valoir en travaillant sur le mot parole ? Qu'est-ce qui vous aurait intéressé de mettre en valeur ? C'est la même chose en fait que ce que je développe à la fin du livre, où effectivement je propose de ne pas perdre de vue la dimension de la parole, du parler, du verbe aussi parler, hein, et l'engager, qui est un terme aussi qui existait au XVIe siècle et que l'on a perdu. Donc finalement j'en parle de toute façon. Ce n'est pas dans le cadre d'une opposition langue-parole de Saussure par exemple, parce que parfois les gens pensent que c'est donc la valorisation de l'individu, de la personnalité, de je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est parole au sens choix de Rancière, mais aussi d'une certaine manière de Deleuze et Guattari, c'est-à-dire vraiment une action collective qui est engendrée par des discours. Alors on pourra peut-être revenir sur les différences entre langue, discours, parole, parce que c'est pas évident du coup. Mais voilà pourquoi parole, qui est souvent évincée de la linguistique, qui est peu travaillée, même en sociolinguistique, me semble très important. Mais on pourra y revenir peut-être. On peut y revenir, et je sais que ça fait débat en sociolinguistique, mais est-ce que, c'est-à-dire la définition de termes comme langue, dialecte, parole, etc., est-ce que, d'abord, pour prendre langue au tout début, est-ce que c'est si simple de définir ce que c'est qu'une langue ? Alors, si on entre dans ces définitions, bien évidemment, d'abord, il faut dire qu'il y en a plusieurs, et qu'il y a plusieurs courants, et qu'il y a plusieurs manières d'aborder les choses. La notion de langue est d'abord une construction politique pour moi, très clairement. Après, la linguistique, et notamment une certaine linguistique, va reprendre ce terme pour en faire quelque chose qui ne serait plus une forme politique, mais au contraire un objet scientifique défini comme un système. Donc là, on renvoie à la période du structuralisme, à Saussure évidemment, mais à bien d'autres, qui ont défini la langue comme quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec
une dimension politique, mais qui était un objet qu'on pouvait décrire. Et du coup, on pouvait décrire toutes les langues du monde. Donc, il y avait une dimension d'équité dans ce travail à l'époque et qui date de loin, qui date du 19e siècle et qui s'est concrétisée au 20e, mais avec cette idée qu'on pouvait avoir dans le monde entier plein de langues et qu'elles devaient toutes être considérées de la même manière sous forme de système. Alors, ce qui est difficile maintenant, c'est que cette notion même de langue en tant qu'objet scientifique est remise en cause. Et c'est dans ce cadre que je m'inscris avec des chercheurs américains ou des chercheurs africains comme Simfrey Makoni ou Penny Cook aussi, qui a travaillé avec Simfrey Makoni, Alistair Penny Cook, qui pensent, eux, que la notion de langue, même d'un point de vue scientifique, est une invention et qu'elle n'a rien à voir avec le langage, donc avec les pratiques langagières, c'est-à-dire ce que, en gros, j'appelle la parole aussi, ces pratiques qui sont socialement constituées, qui impliquent des rapports de pouvoir, etc. Dialecte, dans ce champ-là, est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est un terme au départ qui était très péjoratif, mais qui a été repris par d'abord les sociolinguistes pour aussi y apporter une touche scientifique en disant bon, alors c'est un parler qui n'a pas le statut de langue standard, qui n'a pas été standardisé, donc qui est parlé dans un lieu plus restreint, qui n'est pas véhiculaire, etc. Bon, il y a tout un tas de définitions. N'empêche que le terme dialecte recèle quand même en lui-même une dimension du sens commun qui est très négative et qui renvoie à quelque chose qui justement n'est pas une langue et qui est une sous-langue, ce qui fait que, notamment en Afrique, déjà en France, mais notamment en Afrique, on va retrouver ce terme utilisé encore aujourd'hui pour parler de ce qui pourtant a été décrit comme des langues africaines. Donc c'est complexe, c'est vrai. Après, il y a aussi le discours, mais bon, j'arrête là, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile Mais ce qui est sûr, c'est qu'en gros, la notion de langue pose question, au sens où on ne peut plus considérer que faire de la linguistique, c'est uniquement travailler la langue ou des variétés, c'est-à-dire des reproductions à plus petite échelle d'une entité figée, fixe, qui serait propre à un groupe, propre à une nation, etc. L'idée, c'est qu'au contraire, il y a des pratiques langagières hétérogènes dès le départ et que la langue émerge de ces pratiques hétérogènes. La langue est une construction. À ce moment-là, de fait, l'opposition langue-parole de Saussure ne tient plus, puisque lui, c'était l'inverse, c'était de dire que la parole n'est qu'une manière individuelle de pratiquer la langue. Bon, je ne sais pas si ça va, ça mélange pas. Non, tout à fait, c'est clair. Et pour revenir au dialecte, est-ce que on peut donc considérer que ça peut être presque un synonyme de langue standard, ou est-ce qu'il est plus clair, et est-ce que c'est plus facile d'y voir clair si on considère qu'éventuellement c'est un processus, la dialectalisation, qui fait qu'en fait il est si difficile de cloisonner finalement les langues puisqu'elles sont sans cesse en mouvement? Alors, le mot dialecte, moi très clairement, je ne l'utilise pas. Parce que pour moi, il n'a aucun intérêt au sens où il relève des imaginaires linguistiques qui ont été portés sur les pratiques langagières et qui n'a été efficace que pour s'opposer à la langue et pour valoriser la langue. La notion de langue en tant que politiquement constituée à un moment donné, standardisée. Donc la notion de dialecte reste malgré tout entachée, on pourrait dire, de ces imaginaires linguistiques très négatifs. Et même les notions de dialectalisation ne peuvent plus fonctionner dans le cadre que je viens de vous présenter, au sens où si on considère que ce sont les pratiques langagières qui sont premières, qui sont hétérogènes, et que de là naissent des registres, des mises en registre qui vont faire qu'à un moment donné, ça peut se stabiliser socialement et que politiquement, ça peut ensuite être utilisé comme norme. Et on va dire, là, c'est du français, on construit le français, ou c'est telle ou telle langue, et on construit cette langue. Donc, après, on peut avoir la langue est travaillée, à partir du moment où elle est imposée comme système, comme seule norme
considérée comme légitime. Donc, elle va être travaillée ensuite par des tas de résistances, de pratiques qui viennent la mettre en cause. On en voit plein aujourd'hui, que ce soit dans les pratiques à la fois régionales, mais que ce soit aussi dans les pratiques, je sais pas, dans le rap, dans n'importe quel autre, et puis dans la vie de tous les jours. Cette langue est travaillée, elle est mise en cause. Et donc là, on pourrait considérer, si on utilisait le terme de dialecte, qu'il y aurait de la dialectalisation, mais autant dire que c'est une variation permanente. Enfin, on n'a pas besoin du mot de dialecte, à mon sens. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, avant qu'on fasse un petit peu de détails, quel a été du coup l'objectif principal de Langue? Vous êtes spécialiste des enjeux de pouvoir qui se passe à travers la langue. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous de mettre en vedette dans ce texte? Dans ce texte, j'essaye de proposer 3 dimensions qui me sont effectivement chères. La première, c'est l'ordre, ce que j'appelle l'ordre de la langue, et qui renvoie non pas seulement à cette constitution de la langue comme un objet clos, imposé, qui va entraîner des discriminations d'une certaine manière entre ceux qui pourront la maîtriser et ceux qui ne la maîtriseront pas. Et du coup, c'est une construction qui a des effets politiques, sociaux importants, psychologiques aussi, parce que certains peuvent être totalement bloqués par ce type d'imposition, de prescription. Donc ça, c'est un aspect de l'ordre de la langue. Et le deuxième aspect, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire en quoi cette idée qu'il y aurait avant tout, quand on traite le langage, un objet clos qui serait un système, doit prévaloir dans l'analyse sociolinguistique. Donc je pense que ce n'est pas possible. Ensuite, le deuxième aspect que j'essaie de développer dans ce livre, qui traite aussi du rapport à ce qu'on appelle la langue, c'est ce qui justement s'est appelé la novlangue. Et donc c'est là un autre type d'ordre, c'est l'ordre du discours managérial. Et j'essaye aussi de montrer que ce n'est pas tant un problème de langue, là encore. Souvent, on a tendance à dire que c'est la langue qui est attaquée, qu'il y a un virus, que c'est quelque chose d'une maladie qui viendrait attaquer la langue. Donc là encore, ça reviendrait à considérer que la langue est figée, qu'il n'y a qu'une manière, par exemple, de signifier avec un terme, avec une expression, alors qu'il y a une multitude de possibilités de faire sens. Tout dépend des contextes, tout dépend d'un tas de choses. Et du coup, ce qui est intéressant de voir avec le discours managérial, c'est bien la notion de discours, là, en l'occurrence. C'est-à-dire que sans cesse, ce type de manière de parler, gérer ses enfants, impactés, etc. Il y a encore une de mes collègues qui s'énerve parce que ce matin, je voyais dans Twitter, parce que l'institution lui demande de gérer ses étudiants. Bon, c'est un type de discours qui est de plus en plus présent, qui est de plus en plus même attirant. Et donc, il faut comprendre pourquoi les gens ont envie d'utiliser ces termes. En même temps, c'est un discours qui a été construit. Là aussi, il y a une thèse de David Chopin qui est formidable, qui est lui-même dans ce cadre du management, mais qui décrit l'histoire de la construction de ce discours. Et comment concrètement ça s'est écrit dans des livres, dans des brochures, où on demande aux gens, aux managers, aux leaders, de parler de telle ou telle manière et de faire de telle ou telle manière. Donc ce discours, c'est vraiment quelque chose qui doit être considéré comme un discours et qui est possible, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il vient contre la langue. Par contre, il a des effets effectivement extrêmement pervers parce qu'il impose de penser selon une logique à la fois de l'utilité, une logique de la compétition. Cette manière d'envisager la parole, en fait, repose sur un ensemble d'énoncés qui s'inscrivent dans une logique utilitariste du langage et des relations humaines, bien sûr, qui font que les personnes qui les utilisent s'inscrivent directement dans cette logique
parfois sans s'en rendre compte forcément directement quand on dit gérer ses enfants ou gérer ses amours, etc. C'est pas quelque chose qui est directement clair, que ça vient des discours des managers qui les ont construits il y a maintenant des dizaines d'années à des fins commerciales visant l'utilitarisme et la compétition. Donc ce type de discours est important à déconstruire. Enfin, le troisième point, je viens du livre, c'est justement de revenir à ce qui correspondrait alors ce que je peux appeler le devenir langage, ou à ce que Deleuze et Guattari travaille vraiment de manière très importante, et même Jacques Rancière dans un ouvrage que j'apprécie beaucoup qui s'appelle « Et tant pis pour les gens, et tant pis si les gens sont fatigués ». Et tant pis pour les gens fatigués, j'ai un doute. On vérifiera. Ouais, on vérifiera. Qui parle énormément de cette question de langage et donc des rapports de pouvoir. Parce que justement, considérer que la parole est l'élément central, ou les pratiques, ce qu'on appelle aussi les pratiques langagières en sociolinguistique, est un élément central de nos approches, c'est considérer justement qu'elles sont collectives et qu'elles sont politique. En gros, entre l'ordre de la langue qui est de l'ordre de la police, si on reprend l'opposition de Rancière, là en l'occurrence, les pratiques langagières qui s'inscrivent dans un rapport de force sont politiques. Alors en quoi elles sont politiques? Dans le sens où d'abord, pour Deleuze par exemple, c'est des agencements collectifs d'énonciation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inventées par une personne à un moment donné, mais qu'elles s'inscrivent dans le commun, et elles sont aussi des répétitions de choses qui se sont faites avant. Mais le moment où Rancière va dire qu'il y a du politique, c'est quand, dans un rapport de force, ceux qui n'ont jamais droit à la parole, ou qui sont considérés comme des personnes devant se taire, qui sont parfois considérés comme même ne parlant pas, ne sachant pas parler. Et il reprend cette très belle histoire dont on ne sait pas grand-chose, des plébéiens sur l'Aventin qui partent et qui décident de faire sécession face aux patriciens. Et les patriciens pensent que les plébéiens font des boring, ne parlent pas bien, ne sont pas détenteurs d'une parole politique, alors que si, ils vont prouver qu'ils le sont. Et donc tout ce qu'on peut voir même aujourd'hui, ça s'inscrit dans plein de types de discours aujourd'hui, de personnes qui jusque-là n'avaient pas pris la parole et qui la prennent. Et donc voilà, le troisième temps du livre, c'est de considérer en quoi cette parole ou ce devenir langage, peu importe les noms qu'on lui donne, va permettre des processus, va entraîner des processus d'émancipation, des processus de subjectivation, d'aller contre, par exemple, un certain nombre de normes qui sont prescrites et qui empêchent parfois, je sais pas, des enfants, par exemple, de s'épanouir dans la langue. Enfin, il y a toute la dimension du jeu, du plaisir avec le langage qui constitue notre premier rapport justement à la parole, qui est souvent étouffé par cet ordre de la langue, et qui là, on le voit dans plein d'autres cas. Genre, je parle de quelques cas, je parle de 68, je parle des Gilets jaunes, mais bien évidemment, c'est au quotidien dans d'autres situations. Voilà, c'est à ça que j'arrive dans ce livre, pour rendre compte aussi de ce plaisir qu'on peut avoir à parler. Vous rappelez dans votre livre que l'Académie française date du XVIIe siècle, 1635. Pour être précis, est-ce que... alors, elle a une histoire particulière, elle n'a pas eu une fonction qui a été la même depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'inquiéter éventuellement de la place que tient l'Académie française, sans manquer de respect à ceux qui la constituent, mais... Est-ce qu'il y a quelques problèmes que cette institution pose aujourd'hui ou pourrait poser? Alors, pour cette question, mes collègues Laëlia Véron et Maria Candéa seraient vraiment parfaites pour répondre à cette question, parce qu'elles ont beaucoup travaillé, fustigé l'Académie. Alors, personnellement, je ne suis pas spécialiste de ces questions, même si j'en parle effectivement dans le livre, parce que je les ai beaucoup lues, elle et d'autres. Mais en effet,
Alors, moi, personnellement, je dirais pas que c'est dangereux, que c'est juste peut-être drôle, en fait, de voir les académiciens défendre un peu des choses qui ne sont probablement plus défendables. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant l'académie qui a cette fonction depuis très longtemps, comme vous l'avez rappelé, c'est plutôt les effets, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets sur les imaginaires linguistiques. Alors, les imaginaires linguistiques, c'est ce que les gens se représentent, tout un chacun. On est constitué par ces imaginaires. C'est Anne-Marie Houdbin qui avait inventé cette notion qui me semble importante. Après, il y a eu d'autres notions comme représentation, mais bon, imaginaire linguistique me semble important. Les effets, c'est que tout un chacun maintenant aussi se permet de faire la police de la langue. Dans le métro, je ne sais pas, on va avoir alors des signes parfois juste d'exaspération, de voir des remarques. Et puis après, dans la vie quotidienne, entre proches, sans cesse cette idée de reprendre, d'avoir le petit pouvoir de pouvoir reprendre quelqu'un parce qu'il fait des erreurs et donc de renforcer à un moment donné son petit pouvoir de jugement, de pouvoir juger autrui. C'est ça qui est vraiment le plus intéressant à mon avis en France, parce qu'il n'y a pas plus prescriptif que la France. C'est peut-être aussi pour ça que les Français ont tant de mal avec les langues étrangères, comme on le dit souvent, mais parce qu'il y a une vision tellement prescriptive. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous parlez l'anglais comme vous voulez, et tout le monde s'en moque. En France, au contraire, il y a une prescription, enfin sur toute langue, qui est extrêmement, qui provoque ce qu'on appelle l'insécurité linguistique, quoi. C'est vraiment quelque chose, effectivement, Donc, c'est toute cette histoire, en fait, de prescription qui, pourtant, au XVIIe siècle, a été, et même au XVIIIe, enfin, il y a eu énormément de discussions. C'est pas au XVIIe siècle que ça s'est imposé. Ça, mes collègues Gilles Suffy et d'autres montrent très bien que c'est toujours en discussion. Mais quand même, à partir du moment où l'école, en fait, est obligatoire et que tout le monde va être confronté à cette norme, et l'école a un rôle énorme, en fait, dans ce champ, on va commencer à voir que cette l'hétérogénéité des pratiques, ce jeu avec le langage, eh bien, disparaît au nom d'une imposition qui va entraîner un certain nombre de dichotomies du type langue, culture, langue, intelligence, c'est-à-dire, voilà, si on fait des fautes d'orthographe, c'est qu'on n'est pas intelligent, si on reprend un certain nombre d'idées reçues. Et beaucoup de personnes s'amusent, dans mes collègues même à l'université, à dire que bah oui, j'étais très mauvais en orthographe, mais ils étaient très bons en rédaction. À l'époque, on appelait ça rédaction. Et bien évidemment, cette question de la norme pose problème. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que l'académie ait beaucoup de poids. Par contre, à la limite, on n'a presque pas besoin de l'académie. La prescription et la coercition est toujours là. De fait, bon, ça se discute. Il n'y a pas non plus. C'est pas un sujet facile. La question de la norme et des normes, etc. La question de l'orthographe. Bon, moi, je me parle moins des questions d'écrit parce que je suis vraiment plutôt à travailler dans l'oralité. Mais oui, bon, c'est un élément important. Pour revenir sur l'ordre de la langue, et la prescription et l'institutionnalisation, le poids, qu'on doit conscientiser dès l'enfance sur le fait et presque le privilège de parler français et de devoir bien le parler. Vous rappelez d'ailleurs qu'on a tendance à parler de fautes quand on enseigne les langues, tandis qu'on parle d'erreurs quand on parle de mathématiques ou de physique. Qu'est-ce qu'on peut supposer en fait à travers cette différence ? Oui, j'ai vu que pas mal de mes collègues reprennent aussi cette idée qui est donc dans l'air. C'est évident que c'est un symptôme, on pourrait dire, le terme de faute ou le symbole, peut-être on y reviendra, mais ce petit objet qu'on mettait aux personnes qui parlaient d'autres langues en France, mais qui a été aussi importé en Afrique, c'est-à-dire des punitions qui relèvent
non plus simplement de l'erreur, donc où on demande aux enfants telle ou telle chose, où on trouve des moyens pédagogiques pour les amener à écrire, même de manière normée. Donc c'est très évidemment en lien avec une dimension religieuse, hein, la notion de faute. Et donc ça renvoie à un certain nombre de valeurs et à une culpabilisation qui fait partie de l'inculcation de ce rapport à la norme. C'est-à-dire que la culpabilité, elle doit venir de l'enfant. Et voire même pas avec le symbole, c'est quelque chose d'assez fou, puisque ce petit objet donc, que les enfants devaient porter autour du cou, qui pouvait être un petit sabot en Bretagne, qui pouvait être autre chose ailleurs, et qui en Afrique est parfois un crâne de singe. Enfin bon, c'est déjà assez terrible. Mais en plus de cette culpabilité d'avoir parlé autrement que selon la norme attendue, le français standard, etc., en plus on devait dénoncer son voisin, son camarade, on devait écouter au plus vite pour se débarrasser de l'objet et donc le donner à celui qui ferait cette faute. Donc, on voit bien que c'est un ensemble de procédures qui impliquent notre rapport à la langue en tant qu'elle est imposée et en tant que nous serions susceptibles de la parler, n'a plus rien avec le plaisir, avec le jeu, avec l'invention, etc. C'est uniquement un ordre. Enfin, c'est ce que dit Deleuze, hein, il dit c'est un mot d'ordre, la maîtresse envoie des mots d'ordre. Alors, c'est vrai que c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a aussi dans l'enseignement tout un tas de personnes qui ont cherché à faire autrement. Donc il ne faut pas oublier non plus cette dimension-là. Il y a eu plein de tentatives, il y en a toujours, d'enseignants qui ont un tout autre rapport justement à cette norme. Mais c'est vrai qu'elle a été plutôt pensée comme ça, et la notion de faute, effectivement, rend compte. Est-ce que vous connaissez d'autres pays qui éventuellement ont un rapport aussi fort et étroit qui sont aussi prescriptifs? Aussi prescriptif, je ne crois pas. Après, je ne connais pas tous les pays du monde et il doit bien y avoir peut-être d'autres pays. En fait, l'histoire de la France est particulière parce que c'est une histoire très longue. C'est un des premiers pays à avoir ainsi standardisé et surtout considéré que la langue devait être à l'image de la nation, à l'image d'une culture, à l'image de... Bon, il y avait XVIIe siècle, une importance forte de la France en Europe. Donc il y a toute une construction politique qui n'existe qu'en France. Après, qu'il y ait d'autres pratiques coercitives dans d'autres pays, c'est possible. Par exemple, je connais très mal les pays asiatiques, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Par contre, oui, en Europe, la France est quand même championne en la matière. Et puis... Après, il y a tout un tas d'autres pays, par exemple, que je connais, où il n'y a pas du tout de pratique de ce type, excepté vis-à-vis du français. Mais on pourra en parler plus tard. Pour parler du Mali, peut-être, si je suis bien renseigné, il y a énormément de langues qui sont parlées au Mali. Et il y a une langue nationale, qui est le français. Officiel. Et pour des raisons, un peu pour mettre tout le monde d'accord, dans le sens où on ne privilégierait pas une langue dite autochtone. Alors, quelle a été... est-ce que ça a été d'abord félicité dès le début? Et est-ce qu'il y a eu des dérives? Quels sont les résultats de cette politique depuis la soixantaine d'années qui s'est passée depuis la décolonisation du Mali? Alors, c'est un vaste sujet, je vais essayer de résumer, puisque c'est vraiment un pays que je connais très très bien. Effectivement, disons que pendant la colonisation, le français, bien évidemment, a été choisi comme la langue officielle pour l'école, pour l'administration, etc. Il y a eu des débats, ça j'en parle dans un livre précisément qui va sortir en septembre sur cette question de langage et colonialisme. Mais bon, pour aller vite, le Mali a gardé, au moment des indépendances, a gardé le français comme langue officielle, mais progressivement a choisi de reconnaître des langues nationales. Donc il y a une opposition entre officielle et nationale, ce qui arrive
On peut trouver ça en Belgique, on peut trouver ça en Suisse aussi, avec le romanche, etc. Bon, c'est une opposition qui existe, mais qui est souvent, on le sait, plutôt symbolique. C'est-à-dire que ces fameuses langues nationales au Mali sont aujourd'hui au nombre de 11, et selon les pays africains, ça varie entre... alors quand il n'y en a que 2, c'est beaucoup plus facile pour faire une politique linguistique et surtout standardiser et mettre en place et planifier cette politique. Mais quand c'est plus de 30 ou 40 langues, là, on voit bien que c'est de l'ordre du symbolique. Au Mali, c'est pas tout à fait ça, dans le sens où 4 de ces langues ont été vraiment choisies pour entraîner une vraie planification linguistique et surtout des expérimentations scolaires. Voilà, donc il y a eu pendant 30 ans, puisque moi j'ai commencé à travailler dans les années 90 et déjà c'était en place, ce qu'on a appelé les expérimentations en langue nationale. Et aujourd'hui, ces expérimentations en langue nationale sont toujours expérimentales, c'est-à-dire que le gouvernement n'a jamais passé le pas de les généraliser, pour plein de raisons. Mais des raisons qui sont à la fois politiques, qui sont à la fois liées aussi à la francophonie, au poids de la francophonie, qui sont aussi liées à des raisons sociales, c'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout spécialement envie que leurs enfants apprennent dans les langues nationales. Alors c'est un autre aspect justement des imaginaires linguistiques qui existent au Mali, c'est-à-dire que l'école est arrivée avec le français. Et pour les personnes, aller à l'école, c'est tout à fait logique, c'est apprendre le français. C'est donc en ce sens que des parents peuvent dire mais qu'est-ce que mes enfants vont foutre avec le bambara, avec telle ou telle langue, avec le peul, etc. Ils le connaissent déjà. Et donc, c'est très intéressant parce que, effectivement, on voit bien que c'est tout l'ensemble de la colonisation arrivant avec ses appareils étatiques, arrivant avec une certaine manière de concevoir, par exemple, l'éducation. L'éducation, avant, au Mali, existait sous d'autres formes, mais pas sous la forme scolaire, comme cela est maintenant, bien sûr. Mais tout cela vient de la colonisation. Donc, la situation au Mali... du point de vue langagier, en plus, c'est un petit peu laissé de côté parce qu'il y a d'autres problèmes très graves qui se posent. Donc, bon, et je crois que c'est plus tellement d'actualité. J'y suis allée il y a 2 ans et mes collègues maliens, m'ont expliqué notamment qu'il y avait une nouvelle langue qui pourrait faire que l'ensemble des parlers mandingues soient regroupés. RFI apparemment utilise maintenant ce mandinka. Bon, en tout cas, du point de vue de la politique linguistique, on voit bien que comme dans les autres pays, rien n'a vraiment changé depuis la colonisation. Et que la déperdition scolaire est immense. Beaucoup d'enfants ne dépassent pas les premières années de scolarisation, tout simplement parce qu'ils n'entendent pas parler le français avant. Et que donc, ça, on l'a déjà dans les années 90, des collègues à moi, comme Robert Chaudenson, Louis-Jean Calvet, avaient montré que si on n'est pas susceptible de comprendre un problème de maths en français, mais qu'on le comprend mieux en bambara, forcément, ça ne va pas entraîner une scolarisation très longue, et ça entraîne, oui, des perditions scolaires très fortes. Donc, la situation est assez bloquée, on pourrait dire, de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Mali une langue plus véhiculaire que le français? Ah oui, ça, il y a toujours eu. C'est comme pour le Wolof au Sénégal, au Mali, le Bamanankan, qui est supposé regrouper, être utilisé par pratiquement tous les Maliens. Alors, on cite toujours des chiffres qui, en fait, ne viennent de nulle part, parce qu'il n'y a jamais eu de recensement ni de travaux précis. Mais ce qu'on traduit en français par Bambara est une langue très véhiculaire qui est parlée par tout le monde, ou presque, et donc qui pourrait tout à fait. Mais après, il y a aussi une instrumentalisation de supposés conflits entre les groupes, entre les locuteurs, ce qui, à mon sens, est totalement faux, mais qui a été instrumentalisé politiquement et qui, du coup, peut avoir une réalité.
Je crois qu'en fait, la raison est ailleurs. C'est ce que je développe dans cet autre livre, mais on va pas en parler maintenant. Elle est dans le rapport au langage qui, justement, fait que les Maliens et d'autres, mais ce n'est pas spécifique aux Maliens, ont un rapport tout à fait, justement, décomplexé et pas du tout dans l'ordre de la langue, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais au contraire dans ce jeu permanent avec les pratiques langagières qui fait que cette question des langues et des langues à l'école n'a pas pris parce que tout simplement elle est en opposition avec une conception très hétérogène des pratiques langagières, de jeux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rapport de pouvoir et de rapport de force, bien évidemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais qui fait que, du coup, cette vision en termes de langue, cette conception hyper normée ne marche pas. C'est pour ça que les pratiques langagières sont toujours très, très fortes, très vivaces dans les langues africaines. En France, ce qu'on appelait entre guillemets les langues régionales, du point de vue étatique, ce qu'on appelle les langues régionales, ont progressivement disparu. Même si, bon, il ne faut pas totalement le dire de cette manière, puisqu'il y a encore quelques personnes qui les pratiquent, mais on voit bien, moi je suis en Bretagne, le breton on ne l'entend presque plus, et quel breton en plus, ça serait d'autres questions, mais on sait qu'en France, cette imposition du français a été très matériellement très efficace, puisqu'il a fait disparaître toute hétérogénéité des pratiques par ailleurs, ou presque, alors qu'en Afrique, non. Mais même pour revenir sur ce qu'on disait un peu plus haut, il me semble que même si de différentes manières les langues régionales sont promues en France et chez nos voisins espagnols, italiens, allemands, suisses, mais pour encore d'autres raisons, il me semble que les langues régionales sont plus vivantes dans nos pays voisins, peut-être parce que depuis plusieurs étapes, François Ier, la Première Guerre mondiale, Jules Ferry, pour prendre un peu tout dans le désordre, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un travail très approfondi, très appliqué d'homogénéiser. Oui, en fait, ça mériterait des débats, des discussions parce qu'il y a plein d'éléments à considérer. On ne peut pas effectivement aller trop vite. Oui, l'homogénéisation, elle est évidente en France, elle a été extrêmement forte, mais elle s'est appuyée aussi sur des discours. Et c'est en cela que, au-delà des actes très précis que vous citez, il y en a énormément, on ne peut pas aller trop vite, mais au-delà des actes qui ont imposé cette langue, il y a eu aussi tout un phénomène discursif très complexe visant à renforcer l'homogénéité de la nation autour de la langue, et donc presque à obliger les personnes, pour se considérer français, à accepter qu'il n'y avait qu'une seule manière de parler. Et puis, il y a toute la dimension socio-économique aussi dont il faut tenir compte. Il y a des dimensions d'imaginaire, mais il y a aussi des dimensions économiques, tout simplement. L'ascension sociale, le passage par l'école, le passage par de nouvelles manières considérées comme modernes, l'appartenance à une élite ou en tout cas la tentative de devenir ce qu'on va considérer comme cultivé. En fait, c'est tout ce discours aussi qui a entraîné l'adhésion au français comme seule langue de la France, etc. Donc c'est complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une histoire d'imposition politique, il y a eu ça bien sûr, mais c'est aussi comment les gens sont venus à désirer aussi, parce que ne plus parler sa langue ou des langues ou d'une certaine manière à ses enfants, pour adopter au contraire la langue qui va être considérée comme plus valorisante. Voilà, valorisante, et qui va amener peut-être ses enfants aussi à avoir de nouvelles positions sociales, à faire mieux, à ne plus être paysan ou à ne plus être ouvrier. C'est des éléments qui ont compté. C'est-à-dire que cette répartition entre une langue légitime appartenant à disons une élite pour aller vite, même si ce n'était pas qu'une élite, ou à la bourgeoisie, etc. Et
de l'autre côté, des personnes qui étaient renvoyées à la paysannerie, à des êtres rustiques. Enfin, si on reprend les termes de l'enquête de l'abbé Grégoire, c'est très intéressant, hein. Les personnes qui sont dans les campagnes sont renvoyées à des aspects de la terre, de la famille, de l'entre-soi, et plus du tout... enfin, on voit bien l'opposition entre les passions et la raison. Puis il y a tout ça derrière, en fait, hein, que d'ailleurs va reprendre aussi ensuite Senghor, hein, cette opposition entre la langue des émotions, la langue des passions, et de l'autre côté, la raison. Et le français, c'est la raison. Le français, c'est la langue qui va amener à penser, à être intelligent, etc. Enfin, bon, toute cette dichotomie. J'aurais aimé qu'on parle un instant du couple langue-culture. Benveniste un jour avait dit que la langue et la culture sont les deux facettes d'une même médaille. En prenant des exemples français, maliens ou bulgares, puisque vous avez aussi travaillé sur la Bulgarie, est-ce que vous considérez qu'il est si évident d'accoler ces deux notions ? Alors, c'était une question très importante, effectivement, puisque je vais partir du Mali, par exemple. Quand vous êtes face à des enfants ou des parents, enfin peu importe, mais dont le père parle peu, la mère parle son rail. Dans la cour de récréation, peut-être ils vont parler bambara. À l'école, ils vont parler, dans la classe, ils vont essayer de parler français, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport langue et culture ? Est-ce que, donc, puisqu'on considère bien évidemment dans ces découpages que le Peul renverra une culture, que les Bambara renverra une autre culture, etc. Bon, je prends cet exemple pour déjà d'emblée montrer que ce rapport est là aussi une construction qui fait partie de ce que tout à l'heure je considérais comme l'ordre de la langue, qui implique qu'il y a un rapport entre la langue, la nation, un groupe de personnes défini par une culture. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas quand on est en immersion dans une situation autre, certes, que celle de la France, puisque il faut sortir de la France pour comprendre aussi ce qui se passe du point de vue des pratiques langagières. Même en considérant qu'en France, dans plusieurs institutions privées, souvent, mais on prône le plurilinguisme, le multiculturalisme, et qu'on estime qu'il y a éventuellement certaines mesures dans lesquelles on additionne et que chacun est une sorte de patchwork. Oui, voilà. Alors, c'est en ce sens qu'il y a une sorte, comme si c'était une addition de morceaux de culture ou de morceaux liés à des langues. Donc, cette construction du lien langue et culture est une construction. Elle fonctionne maintenant de manière tellement profonde que c'est difficile pour quelqu'un ici en France de considérer que la langue n'a pas de lien avec la culture. Alors on pourrait dire la langue standard, l'écriture, etc. Certes, c'est inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une culture française. Mais c'est quoi une culture française et pour qui ? En fait, qui peut se revendiquer de ce type de culture ? Moi, je ne sais pas, des enfants dont les parents sont venus d'Italie ou de Portugal ou du Mali, d'Algérie, etc., au cours des siècles, peuvent bien sûr ressentir qu'il y a toute une multiplicité, alors on pourrait dire d'identification, avec plein d'autres éléments de type culturel, si on veut garder le terme, qui constituent leur pratique langagière. Même si c'est à l'intérieur d'une même langue, souvent c'est ce qu'on dit. Et donc il y a une multiplicité et c'est dans ce travail de la langue souvent qu'on le repère, de rapports au culturel. Donc assujettir la langue, certes, c'est une vraie volonté d'assujettir la langue à une culture, à une supposée culture, mais encore une fois, c'est enfermer donc des pratiques dans des objets clos. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que la culture française ? Il y a 1000 manières de concevoir ce qui serait la culture. Il y a tout un tas
c'est la même chose que pour le terme identité. Qu'est-ce que c'est que cette idée de... Bon, alors on voit que ça revient aujourd'hui, identité nationale, culture française, etc. Dans les moments justement d'éclatement où tout un tas de nouvelles identifications émergent, on voit un repli identitaire, un repli sur ces notions-là. C'est pas étonnant. Même un repli sur la langue française qui serait en danger. Enfin, ça, c'est toujours, hein, c'est régulièrement qu'on a ce type de discours. Et depuis le début. Mais depuis, Victor Hugo, déjà, évoquait sans cesse cette idée que la langue serait en déclin. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Donc, bon, au Mali, les personnes naviguent entre de multiples manières de parler, de langues très diverses. Un enfant peut parler 3, 4, 5 langues et passer de l'une à l'autre sur un marché. Vous allez entendre plein de choses différentes. Et ça n'a aucun problème. Ça ne pose, aucun problème. C'est quelque chose qui est juste de la vie du langage et qui n'a strictement rien à voir avec des identifications après de type culturel. Voilà. Très bien. Je voulais aussi vous poser une question par rapport à votre travail de réalisatrice. Vous avez souvent, ou quelquefois, vous pouvez nous dire, réalisé des documentaires. Je voulais vous demander comment vous travaillez en tant que réalisatrice, comment vous considérez qu'on puisse travailler sur la langue et le pouvoir ou pas, ou comment on utilise la caméra avec ça. Est-ce que vous vous inscrivez dans une tradition du documentaire ethnographique Alors, c'est un sujet qui m'importe beaucoup parce que ça renvoie à notre position en tant que chercheur. Et moi, j'ai commencé à faire des films dans les années début 2000. Au départ, ça n'avait rien à voir avec ma recherche. J'avais envie de faire des films comme ça. J'en ai commencé quelques-uns. J'ai fait différents documentaires sur la danse au Mozambique, enfin sur différentes choses. Et puis, progressivement... c'est quelque chose qui a été reconnu en fait d'abord en anthropologie, en sociolinguistique, il y en a très très peu, mais où tout d'un coup sa dimension devenait possible. Et pour moi en fait elle a été nécessaire, même vraiment indispensable, parce qu'après disons ma thèse au Mali, etc. dans les années 90, j'ai compris que c'était complètement, enfin que notre position était complètement en porte-à-faux, que un chercheur venant comme ça discuter avec des gens, chercheur française qui a la possibilité de voyager au Mali alors que les Maliens en retour n'ont pas la possibilité de venir, écrire des livres pour une grande partie des personnes qui n'ont pas forcément accès à ces livres, disons par exemple qui ne lisent pas, ou dans des langues qui ne sont pas les leurs, ça me paraissait vraiment problématique. Je ne suis pas la seule, il y a eu beaucoup de travaux sur cette question. Et donc j'ai complètement changé ma manière d'envisager la recherche. Et donc, j'essaye de faire des choses qu'on appelle co-construction de la recherche. Bon, c'est jamais parfait. Ce sont à chaque fois des tentatives. Je l'ai fait au Cap-Vert dans un premier temps. Enfin, je l'ai fait un petit peu au Mali, mais je l'ai fait surtout d'abord de manière forte au Cap-Vert, avec des femmes qui sont devenues des amies. On a essayé de travailler autour de quelque chose qui leur importait à elles, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai choisi le sujet de ce documentaire qui s'appelle L'île des femmes. C'est avec elles qu'on a imaginé un travail qui puisse autant leur apporter à elles qu'à moi. Et donc c'est en ce sens que maintenant j'envisage le travail. Donc on a fait un documentaire qui était une expérience formidable et du coup qui a permis à ces femmes aussi d'avoir ensuite d'autres engagements. Enfin, ce documentaire est passé à la télé. Enfin, j'envisage ce travail vraiment de manière très complexe pour que ça puisse aussi produire des processus d'émancipation, de subjectivation. Et donc, ça me permet aussi surtout de parler de la Bulgarie, puisque j'en ai pas encore parlé, qui pour moi est Enfin, ça fait 15 ans donc, que je travaille dans un
quartier qui est un ghetto, en fait, emmuré. Il y a 2 sorties quand même. Hein. Les gens ont un peu le droit de bouger, encore que là, pendant le Covid, ils les ont même enfermés avec des grillages. Enfin bon, c'est donc un quartier ghetto à Sliven, en Bulgarie, qui est considéré comme un quartier rom, puisque maintenant, toute autre personne bulgare, puisque les Roms sont des Bulgares avant tout, mais considérés comme Roms par les Bulgares en grande majorité, et eux-mêmes, de fait, pouvant se revendiquer tziganes ou Roms selon leur choix. C'est un quartier dans lequel la misère est extrêmement forte, enfin, c'est un quartier très compliqué, mais dans lequel moi j'ai un plaisir très très fort à travailler, donc avec des femmes aussi, là encore des femmes. C'est les hasards, elles ont eu envie de faire des documentaires. Au départ, je ne pensais même pas en faire tellement le quartier est complexe, tellement la pauvreté forte et la violence, etc. Et donc, je ne me sentais pas d'imposer une caméra. Mais c'est elle qui, donc un petit groupe autour de Stefanova Nikolova, qui, entre-temps, je l'ai aidée à publier un livre aussi, dans lequel elle raconte sa vie. Et donc, c'est dans le cadre de cette co-construction de la recherche qu'on filme depuis 12 ans, en fait. Ça fait 12 ans de rush, qu'on n'arrive pas à arrêter le tournage. Bon, là, il y a eu 2 ans de... J'y retourne cet été, mais on va essayer de faire un film, je ne sais pas de combien d'heures il va être, mais l'idée, c'est de rendre compte de ces 12 années, qui sont 12 années assez dramatiques, puisque quand je suis arrivée dans ce quartier, il y avait encore beaucoup d'espoir, le quartier s'appelle Nadezhda, donc espoir. Mais il y avait beaucoup de gaieté, de joie. Et là, en 12 ans, j'ai vu beaucoup de gens mourir, j'ai vu beaucoup de gens... Enfin, il y a aussi des enfants qui ont réussi. Bon, toute une vie, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je conçois maintenant la recherche, tout simplement parce qu'un film, eh bien, tout le monde peut le regarder. C'est dans les langues, on peut le sous-titrer pour les Français ou les Américains, qui vous voulez. Mais au moins, les gens peuvent regarder le film, peuvent se le transmettre, peuvent participer à la recherche, mais aussi à la réception de la recherche, peuvent utiliser les films comme ils veulent, peuvent les vendre. Au Cabaret, elle vend le film. Enfin, il y a vraiment... ce sont des objets du coup communs. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire de faire en sorte que, je sais pas, c'est pas le chercheur tout seul qui s'approprie un savoir, mais ce savoir est partagé. Alors, il faut pas non plus rêver. Il y a des choses que, par exemple, le montage, c'est une vraie question. Le montage, c'est pas toujours évident de le faire à plusieurs. Par exemple, pour le Cap-Vert, c'est nous ici qui avons fait le montage. Donc, on pourrait aussi essayer de trouver des moyens. Là, avec Stefka, j'aimerais qu'on puisse faire le montage avec les filles du quartier. Ça va pas être très pratique peut-être, mais on va essayer. Enfin voilà, ce sont des questions. À chaque fois, ce sont des questions. Il n'y a rien d'établi. C'est pas... Mais on essaye, j'essaye des choses avec les gens, parce qu'en plus, ça me plaît. J'aime beaucoup ces personnes. Et voilà. Un petit mot enfin sur l'université, qui est une question qui a tendance à devenir systématique. Je voulais vous poser une question sur la bonne santé de l'université. Est-ce que vous considérez que ça va ? Est-ce que vous faites partie des islamo-gauchistes ? Comment ça se passe ? Alors, je n'utiliserai pas ce terme, puisque je ne sais pas du tout à quoi il réfère. Oui, alors bon, l'université... que dire, c'est difficile de savoir par où commencer. Elle est attaquée, mais en fait, c'est pas l'université qui est attaquée seulement, c'est précisément les sciences humaines et sociales. Tout simplement parce que dans ces différents champs, dans les sciences humaines et sociales, les gens réfléchissent, ils pensent, ils produisent des livres très intéressants. Enfin, je trouve qu'il y a en ce moment, on peut lire, on peut... même pas tout lire, puisqu'on n'a pas le temps, mais il sort chaque semaine des livres passionnants faits par des chercheurs issus de l'université. Donc l'université, de ce point de vue-là, est en bonne santé. En même temps, c'est peut-être la fin aussi d'une époque, puisqu'on voit bien qu'avec la nouvelle loi
imposé cet été, enfin l'été dernier, disons, les précaires vont être de plus en plus précaires. Les précaires sont en train de... Enfin, on était en grève l'an dernier, juste avant le premier confinement. Du coup, depuis un an, il ne se passe plus rien. On est totalement désemparés face à ce qui se passe et en même temps, il faut qu'on reprenne la bataille, quoi qu'il arrive, auprès des précaires, précisément parce que l'université tourne maintenant avec des personnes qui n'ont pas de poste, une grande partie. Alors bon, moi, dans mon université, nous sommes assez privilégiés de ce point de vue-là. Mais enfin, malgré tout, dans beaucoup d'universités, on demande à des gens qui sont surdiplômés, enfin, moi, je vois plein de gens qui arrêtent l'université, qui étaient extrêmement brillants dans les recherches, nous sont essentielles. Et donc, c'est une catastrophe, en fait, ce qui se passe. Après, les attaques plus précisément sur le contenu de nos recherches, c'est pas tellement étonnant, dans le sens où, justement, le dernier bastion, le dernier rempart à une pensée d'extrême droite qui est de plus en plus présente, c'est dans les sciences humaines et sociales que ça se passe. Et donc, on le voit en Brésil, ailleurs. Le but, c'est de faire taire les universitaires. Surtout les personnes qui réfléchissent à ces questions-là et qui sont capables de porter la critique. Et du coup, c'est pas tellement étonnant, mais en même temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses là, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on va voir. Pour conclure, est-ce qu'il y aurait un point précis que vous voudriez soulever ou une question que je vous ai éventuellement pas posée, à laquelle vous aimeriez répondre ? Alors non, il n'y a pas vraiment une question. Vous avez posé beaucoup de questions, c'était très intéressant. Non, peut-être juste rappeler que face à cet ordre de la langue dont je parlais tout à l'heure, il serait intéressant de se rappeler qu'au XVIe siècle, il y avait aussi, et dans d'autres lieux bien évidemment, cette hétérogénéité constitutive de la parole qui m'importe beaucoup et que donc n'est pas trop tard pour la reprendre, cette parole. Et en lien avec ce qu'on vient de dire sur l'université, c'est justement là où on ne nous attend pas qu'il faut parler, et que la parole est quelque chose qui, comme Rancière le dit très bien, c'est en ce sens que tout un ensemble de singularités constitue aussi la politique de la parole, enfin ce qu'il appelle la poétique politique, et qui me semble effectivement le point le plus important. Voilà, si je peux finir là-dessus. Avec plaisir. Merci beaucoup Cécile Canu. Je rappelle que votre livre s'appelle Langue, il est publié dans la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa, que vous pouvez retrouver en librairie. Merci beaucoup. Merci à vous. Les causeries urbaines dans le Poste.